Bon, venir un dimanche pour rejoindre la marche climat, c'est très bien. Ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui sont conscients de l'enjeu. C'est pas le cas de nos politiques. Alors, France Nature Environnement Haute-Loire, dont je suis le président, est aujourd'hui aux côtés d'autres associations qui ont appelé à cette marche pour le climat. Elle s'appelle la marche d'après, c'est parce qu'elle intervient après la discussion pour le vote de la loi climat, qui est insuffisante, qui n'est qu'un vernis de façade. En fait, cette loi, elle a complètement détricoté les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat. Elle est complètement déconnectée des réalités scientifiques et des observations de terrain. Le président de la République avait promis de reprendre les 150 propositions sans filtre dans la loi ou par décret. Mais cette promesse n'a pas été respectée. Encore une fois, les décideurs manquent de courage, à moins qu'ils ne fassent preuve de cynisme. On néglige la protection du climat parce qu'elle ne rapporte rien, en oubliant que la dégradation du climat nous coûte cher déjà et qu'elle coûtera encore plus aux générations futures. Il y a pas mal d'enfants ici et c'est vrai qu'ils sont concernés. Les événements climatiques donnent la mesure du problème. Les inondations, tornades, canicules, mais également les éléments qui s'inscrivent dans la durée de façon plus insidieuse. La fonte des banquises et des glaciers, la déforestation mondiale, qui ont atteint des points où leur destruction est déjà irréversible. Une étude récente a montré que désormais, la forêt amazonienne rejette plus de CO2 qu'elle n'en absorbe, ce qui ne s'était jamais produit dans l'histoire. Le taux de ce gaz dans l'atmosphère est le plus élevé depuis des centaines de milliers d'années. La fonte du permafrost de Sibérie, donc la partie constamment gelée traditionnellement, commence à libérer des quantités énormes de CO2 complémentaires, également du méthane, mais également, et en cette période sanitaire on peut l'évoquer, des centaines de virus enfouis dans la glace depuis des millénaires et contre lesquels nous n'avons pas d'immunité. Et effectivement, la situation épidémique actuelle suffit à montrer que la mondialisation à outrance, la pollution, le dérèglement climatique sont les destructeurs de notre mode de vie et de notre planète, et que le modèle économique actuel n'est pas capable de réagir face à des crises imprévues. Ce n'est pas de la science-fiction. Des conséquences encore plus dramatiques seront sensibles dans les prochaines décennies. Il est temps d'avoir une action ambitieuse pour le climat. Le renoncement aux énergies fossiles aurait pu être entamé dès les chocs pétroliers des années 73 et 78. L'isolation générale des bâtiments aurait permis des économies de millions de tonnes de CO2, tout en créant de nombreux emplois. L'écologie n'est pas déconnectée des réalités économiques et du social. Certains députés ont opposé aux associations environnementales l'acceptabilité de nos propositions. Ces politiques ont peur de revivre le mouvement des Gilets jaunes, déclenché par la création d'une taxe carbone. Mais ce qui était intolérable pour les Gilets jaunes, et ceux qui les ont soutenus, c'est que ce projet n'était accompagné d'aucune mesure sociale, contrairement à ce que les associations environnementales demandaient justement. Car nous sommes solidaires de la société civile. Avant de vouloir taxer le pétrole des voitures, une taxation du kérosène des avions et des bateaux aurait été nécessaire et plus importante. L'acceptabilité sociale est une évidence. La lutte pour notre survie et celle du reste de la nature telle que nous la connaissons doit être pensée comme un levier permettant d'aller vers davantage d'égalité et de justice sociale au niveau local, au niveau national et au niveau mondial. Les 10% d'humains les plus riches sont responsables à eux seuls de plus de la moitié des émissions cumulées de CO2. Du point de vue de la justice sociale, on voit bien où sont les principaux gisements d'économie d'émissions de CO2. Inégalités économiques, sociales et environnementales sont un même ensemble. Il est trop tard pour agir à temps, mais il n'est pas trop tard pour réagir courageusement avec ambition et détermination. C'est le message que vous tous, avec nous, sommes venus transmettre au gouvernement et à tous les décideurs actuels et à venir. Merci. Voilà le climat, la marche pour le climat. On veut surtout que ça soit une journée citoyenne. C'est pas parce qu'à chaque fois ce sont les associatifs très engagés pour le climat et pour l'environnement qui en soient les leaders. Je n'aime pas ce mot. Donc il faut qu'absolument tous les citoyens s'en emparent. Et puis comme je le dis ici, vous l'avez vu, c'est qu'il y a quelque chose qui, moi, m'a beaucoup choqué. C'est quand on parle uniquement d'écologie punitive. Il faut savoir que qui a dit écologie punitive, c'est Madame Ségolène Royal. Et comme on l'a dit tout à l'heure, eh ben c'est tout simplement, on vous rappelait, quand les bonnets rouges, les Bretons se sont manifestés contre les portiques pour la taxe carbone.
Donc elle a pris peur, elle s'est dit mais c'est pas moi, c'est les écolos. Et ça nous colle à la peau maintenant. Alors moi je dis, c'est pour ça mon slogan aujourd'hui, c'est pas une écologie punitive, mais d'abord l'écologie est une science et il faut la rendre créative. Et grâce à vous, tous citoyens, on va avoir un monde créatif et c'est à nous à le construire. Merci. Alors je voudrais dire simplement pour le groupe que je représente que nous sommes heureux de participer avec vous. Nous savons que ce combat par rapport au changement climatique, c'est un combat difficile. Notre réflexion, c'est de dire que la vie n'est pas binaire, noir ou blanc, ceci ou cela, 0 ou 1, mais quand même l'Église veut participer à cette réflexion et apporter quelque chose. Particulièrement, ce qu'on voudra apporter, c'est l'intérêt de la spiritualité. D'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va. Et ce qu'on veut dire, c'est qu'on doit agir ensemble, apprendre à s'écouter, à s'entraider, à créer la fraternité. L'écologie, c'est la nature, c'est aussi l'être humain, c'est aussi la démocratie, où chacun peut s'exprimer. La spiritualité, c'est rappeler qu'il y a des gens qui ont souffert avant, des esclavages, des soifs dans le désert, des déluges. Ils ont lutté aussi, et c'est se dire que c'est un peuple qui se construit sans cesse. Avec vous, nous voulons être ce peuple qui se construit pour une vie plus belle, avec la nature, avec chaque être humain, avec les combats à mener. Nous voulons mener ce combat avec tout le monde. Les mots que nous mettrions en avant, ce serait la collaboration, une connaissance mutuelle, la sobriété, le respect de la parole et puis la fraternité. Avec vous, pour reprendre une citation de Georges Bergoglio, nous voulons rêver plus grand. C'est ce que nous voulons demander aux responsables politiques et à M. Macron. Ok, le collectif des résiliacteurs, c'est un jeune collectif qui a pour but d'informer et de faire réfléchir sur la résilience alimentaire sur notre territoire. Tout ce que nous mangeons vient de notre sol, pousse avec le soleil, avec l'eau qui tombe du ciel ou qu'on puise dans le sol. On peut artificialiser autant qu'on voudra les modes de production, on se heurtera toujours à une limite physique. Et le dérèglement climatique est en train de nous créer de nouvelles limites physiques sous la forme de sécheresse, de tempêtes, de printemps précoce suivi de gelées tardives. À force de nier nos limites physiques, à force d'être déconnectés de ce que nous mangeons et des humains qui le cultivent, nous mettons en danger, nous mettons la santé et la paix en danger. La sécurité, ce n'est jamais la volonté de toute puissance. Ce n'est jamais croire qu'on peut repousser sans fin toutes les limites. La sécurité, ça consiste à regarder en face ses points faibles, les risques, les menaces et se préparer à y faire face. Notre gouvernement, en restant confiné dans l'hypocrisie des petits pas pour le climat, nous met tous en danger, y compris sur le plan de notre capacité à nous nourrir. Nous allons devoir localement, par nous-mêmes, construire notre propre résilience alimentaire. Si vous avez envie de vous en soucier et de participer, vous pouvez rejoindre les résiliacteurs sur le site. Il suffit de taper Résiliacteur 43 dans Google. Et puis, je voudrais terminer ma prise de parole dans un autre registre. Il y a une question qui se pose, c'est depuis le temps, pourquoi on n'y arrive pas ? Qu'est-ce qui nous manque pour accepter de changer notre rapport à tout ce qui nous entoure ? Quand je dis nous, je ne pense pas à vous précisément qui êtes là, mais à l'ensemble de notre société. Et bien, je crois que ce qui nous manque, c'est la beauté. Je crois que ce qui nous manque, c'est la volonté de rechercher la beauté. On a réussi à nous faire croire qu'on pouvait se passer de la beauté de la nature, qu'on pouvait détruire la beauté de la nature sans tomber malade. On a fini par croire qu'on est des êtres à part, qu'on est séparés de notre environnement. Et ce mot de environnement, d'ailleurs, montre bien qu'on le conçoit comme quelque chose de distinct de nous. Les Amérindiens écrivaient de la poésie pour guérir. Et un de ces poèmes dit précisément que c'est la beauté qui nous fait avancer. Il est très très court. La beauté devant moi, fasse que je marche. La beauté derrière moi, fasse que je marche. La beauté au-dessus de moi, fasse que je marche.
La beauté en dessous de moi, fasse que je marche. La beauté tout autour de moi, fasse que je marche. Merci beaucoup. Bonjour, Nathalie de la lutte des sucs. On est un petit peu nombreux à être présents aujourd'hui parce qu'évidemment ici, en Haute-Loire, il y a un gros projet qui est en train de se mettre en œuvre et qui est un projet contre le climat. Il faut savoir que ce projet de la déviation RN 88 sur les villages du Pertuis-Saint-Ostien va détruire 140 hectares. Donc, dont 20 hectares de zones humides. Et quand on sait toute l'importance des zones humides par rapport au piège du carbone et par rapport au réchauffement climatique, eh bien, on s'insurge. C'est un projet évidemment qui va à l'encontre de tout ce que préconisent actuellement les gouvernements contre le réchauffement climatique. C'est un projet absurde et qui est mené bien sûr par une région très engagés pour le projet, mais nous sommes aussi très engagés pour arrêter ce projet et pour que cette forêt, ces terres agricoles et ces zones humides restent au profit des hommes, de la faune et de la flore. Alors, il y aura un événement le week-end de Pentecôte, 22 mai, 23 mai, 24 mai. Le 22 mai, on appelle à manifester contre le projet de la RN 88 pour arrêter cette politique qui est menée par la région. On appelle à manifester. Le départ est à 10h au parking boulevard Cluny. Et évidemment, on viendra ici. Et ensuite, il y aura 3 jours sur le tracé de la RN 88. On vous en dira mieux à la suite de cette manifestation où il y aura beaucoup d'interventions et beaucoup de choses de mise en place pour réfléchir à un autre monde que celui qu'on nous propose actuellement. C'est au nom du collectif Valorisons les déchets. Je rappelle que le collectif existe depuis une dizaine d'années et se bat contre la taxe dite punitive ou dite incitative, mais qui est punitive avant tout. Grosso modo, je vous invite à lire le tract que nous avons distribué qui résume l'essentiel de nos propositions. Mais je résume. Il faut savoir que quand on trie, 50% de nos déchets soit ne se recyclent pas, soit ils se recyclent, mais il n'existe pas la filière et où ce n'est pas assez rentable. Alors c'est une taxe en amont sur la production qu'il faut faire et non pas sur une taxe en aval sur le consommateur. Et donner les moyens aux consommateurs de consommer autrement, l'achat en vrac, la consigne, etc., etc. Il y a plein de choses qu'on peut éviter. Donc, le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne fait pas. Voilà. Ben, écoutez, voilà, j'ai résumé. Je vous invite à lire. Merci. Bonjour. Pendant qu'ils avancent à reculons, nous marchons partout en France. Alors que les débats sur la loi climat et résilience viennent de prendre fin à l'Assemblée nationale, nous constatons que le texte, déjà initialement bien en deçà de ce qu'il faudrait pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre que la France s'est fixé, a encore été raboté par les députés. Malgré l'ambition affichée de grands textes du quinquennat, et après à peine 2 semaines de débat dans l'hémicycle, cette loi ne sera de toute évidence pas à la hauteur de l'amorce du changement systémique fourni par la Convention citoyenne pour le climat, et encore moins à la hauteur de l'urgence climatique. Le gouvernement avait pourtant l'opportunité de marquer un véritable tournant dans sa politique pour que la France traduise enfin en mesures concrètes son engagement pris lors de l'accord de Paris en 2015. Force est de reconnaître que le travail de sape des lobbies a porté ses fruits. Cette loi aurait pu être l'instrument d'une réorganisation de notre société en donnant les moyens à tous les citoyens et citoyennes de vivre dignement en préservant la planète et donc notre avenir. Elle aurait pu être l'instrument clé de la régulation pour faire payer... pour faire payer les plus gros pollueurs et réduire la pression exercée sur les plus précaires, déjà les plus impactés par les effets du dérèglement climatique. Elle aurait pu anticiper la reconversion des emplois des secteurs les plus polluants et la création d'emplois dits verts. Cette loi
devient le symbole du crash de la politique climatique d'Emmanuel Macron. En l'état actuel, la loi climat et résilience ne permettra pas de nous assurer un avenir juste et soutenable. Merci. Le gouvernement d'Emmanuel Macron continue à mener une politique à des années-lumière des enjeux climatiques et de la volonté démocratique. Pourtant, l'urgence n'a jamais été aussi criante dans un monde ravagé par le Covid-19 et sous la menace du dérèglement climatique. Nous n'avons plus le temps d'attendre du président de la République qu'il mette en adéquation ses actes avec ses paroles, comme si le dérèglement du climat n'avait pas d'impact sur le vivant ou sur le risque d'augmentation de la fréquence des pandémies. Les mesures proposées par les 150 auraient permis que la lutte contre le réchauffement climatique soit socialement juste, sans que personne ne soit mis de côté. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons une nouvelle fois dans la rue partout en France. Nous marchons pour clamer le désaveu généralisé de cette loi climat et résilience et la trahison de la promesse faite par Emmanuel Macron au processus démocratique. Nous marchons pour dénoncer le pouvoir laissé aux lobbies qui condamnent nos vies en toute impunité. Nous exigeons dès maintenant la reconversion des emplois dans tous les secteurs polluants, l'accès aux soins, à un logement décent, de la nourriture saine, de l'eau potable, de l'air pour toutes et tous, la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. Des mesures pour modifier nos moyens de production et de consommation doivent être prises en tenant compte que ce n'est possible qu'en réduisant les inégalités pour construire une société plus juste. Nous sommes profondément convaincus que la justice climatique va de pair avec la justice sociale. Ce dimanche 9 mai, nous marchons car nous n'avons plus le choix face au gouvernement qui demeure éternellement sourd. Nous marchons ensemble dans la joie avec détermination, car si Emmanuel Macron avance à rebours de l'histoire, nous sommes déjà en train de construire l'après. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ou associations qui veulent prendre la parole? Allez-y. Moi, je ne fais partie, enfin si, je fais encore un peu partie de ce collectif-là, du CVD. Mais, bon, je suis adhérente, quoi. Moi, je voudrais vous adresser un message un peu plus politique. Mais pas dans le mauvais sens du terme que tout le monde rejette, qui fait qu'il y aura une abstention massive à toutes les prochaines élections. Ce qui est terrible, c'est de voir que la démocratie, donc les Gilets jaunes, leurs revendications, s'est avérée juste. Il faut que le peuple puisse parler directement, dire directement ce qu'il veut pour que les choses avancent. C'est ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens en France qui sont contre les propositions qui ont été mises sur la table, et on serait même plutôt pour en rajouter, genre partage du travail, etc. Mais bon, admettons que ça soit un premier pas, mais ce que ça montre, c'est que la démocratie, ça conduit à l'écologie et au socialisme, j'ajouterais. Oui. Mais bon, mettons ça de côté et construisons une liste, un mouvement politique qui porte à un président de la République, puisque c'est notre système, et qu'il n'est qu'un seul mot d'ordre, c'est instaurer le RIC, avec toutes les facettes qu'il a. Parce qu'à partir du moment où il y aura de la démocratie, eh bien, on n'aura pas un Macron, ou un nouveau socialiste, entre guillemets, ou un nouveau mec de social, entre guillemets, ou un nouvel écologiste, entre guillemets, qui va s'asseoir sur toutes les propositions des citoyens. Le seul moyen, c'est que nous instituions le RIC. Donc, rejoignons les Gilets jaunes. Bonjour, je m'appelle Caroline Audoz. Je suis juste comme vous et moi. Hein. Je représente rien de particulier. Je voulais dire qu'il y a, on est dans un moment de l'humanité qui est très inédit. Parce qu'on fait face à une crise pour laquelle, d'une certaine manière, on n'a rien besoin d'inventer technologiquement. On a déjà toutes les solutions
dans les solutions que pratiquaient nos ancêtres, comme dans les technologies qui existent aujourd'hui. On a toutes les solutions à portée de main et il ne s'agit que d'une volonté politique de les mettre en œuvre. Et je trouve que c'est un grand message d'espoir. On a déjà tout pour changer. Oui, une marche. Je prends juste la parole comme la dame, je suis personne, enfin je suis comme tout le monde, quoi. Ce que je veux dire, c'est par rapport à l'intervention qu'il y a eu un petit peu avant, là, qui disait qu'il va y avoir de l'abstention massive, qu'il faut instaurer le RIC. Je trouve que c'est assez fou de dire ça, parce que en dehors du fait de voter et de choisir, de s'engager non pas dans un parti, mais dans le changement qui est vraiment une urgence totale aujourd'hui. On le voit au niveau écologique, on le voit au niveau politique, il y a des choses qui se passent. Non mais ça va, je le tiens là, c'est bon. Vous m'entendez pas? Il faut le mettre très près, contre ta bouche. Ouais, ça va là? Là, c'est bien comme ça. Il y a urgence totale. Je pense qu'il faut que tous les gens qui sont pour un changement radical, que ça soit sur le plan écologique ou politique, il faut faire des concessions absolues pour arriver à prendre le virage. Il y en a un ou deux au niveau électoral qui vont se présenter. Il y en a un très gros l'an prochain. Il ne faut pas le rater. C'est catastrophique. Les médias nous pourrissent l'esprit, pourrissent l'ensemble de la pensée française et européenne et ailleurs. Il faut vraiment que ça bouge et c'est pas en disant qu'il va y avoir abstention généralisée que les choses vont bouger, bien au contraire, ça ne fait qu'installer ce qui se passe déjà et qui est déjà en place. Voilà, c'est tout. On a pu entendre que les approches, je dirais, plus politiques peuvent être un peu divergentes. Ça montre que l'écologie et la préoccupation de l'environnement, en même temps, sont transversales à toute la société. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, et c'est pour ça qu'il faut continuer à être là tous ensemble, dès que possible, en espérant qu'un jour, nos députés seront avec nous dans les votes à l'Assemblée. Vivre libre et respirer encore. Oh oui, 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 nous, on veut continuer à chanter encore, s'enlacer, enlacer encore. Vivre libre et vivre ensemble, d'accord. C'est pour équilibrer. Merci.